au-delà du sort d'un homme, ce qui va se jouer dans les semaines à venir, c'est la possibilité même de révélations journalistiques majeures sur les secrets des États. Soutenir Julian Assange pour RSF, c'est une obligation impérieuse pour tous ceux qui entendent résister à l'extension abusive du domaine du secret. Un secret opposé de plus en plus aux journalistes qui enquêtent sur des sujets d'intérêt public aussi importants que le comportement des États. Et c'est pourquoi nous avons répondu à la proposition de maître Éric Dupond-Moretti d'organiser cette conférence de presse avec l'équipe européenne de défense de Julian Assange. Je vais laisser la parole à Éric Dupond-Moretti, à Antoine Wey, puis à Balthazar Garçon, à John Shipton, avant de présenter l'argumentation de Reporters sans frontières. Je dois signaler que malheureusement, Jane Robinson a été retenu à Londres, tout comme Christophe Marchand, avocat belge, mais je dois signaler la présence ici de Tristan Wibo, avocat au barreau de Bruxelles. Voilà, je vais laisser la parole à Éric Dupond-Moretti. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui réunis à la demande de Julian Assange qui souhaitait, dans une démarche, comment puis-je le dire, institutionnelle, que ses avocats soient réunis pour vous faire part de la situation qu'il traverse et qui est à bien des égards une situation désespérante. Nous avons Balthazar Garçon, mon confrère espagnol, le papa de Julian Assange, Antoine Wey, mon associé, mes confrères belges. Il nous manque les confrères anglais et américains qui sont retenus dans la procédure d'extradition qui est en train de se dérouler maintenant. D'abord, à sa demande, je voudrais remercier tous ceux qui le soutiennent dans le monde entier. Ce sont des gens de toutes catégories, socioprofessionnels. Ce sont des gens qui peuvent parfois discuter de son travail, mais qui considèrent tous, en réalité, que les 175 ans de prison qu'on lui promet aux États-Unis, c'est une peine indigne, insupportable et contraire à l'idée que l'on peut tous se faire des droits de l'homme. Je vous remercie aussi d'être présent. Votre présence ne signifie pas forcément votre soutien, et j'espère me tromper, mais au moins, et c'est important, l'intérêt que vous portez à cette affaire. Alors, en quelques mots, je vais vous dire où on en est de ce dossier parce que beaucoup de contre-vérités ont été énoncées depuis trop longtemps. Il est aujourd'hui, comme vous le savez, emprisonné à Londres dans le cadre d'une procédure d'extradition. Ce que souhaitent les États-Unis, c'est une procédure politique. Et quand on vous dit que la liberté de la presse, effectivement, est menacée, elle l'est parce que la Constitution des États-Unis interdirait la poursuite d'un citoyen américain pour de tels faits. Cette procédure, au-delà de Julian Assange, concerne tous les journalistes qui n'ont pas la nationalité américaine. Et ce, d'ailleurs, en dépit de décisions qui ont été rendues par la Cour suprême des États-Unis, qui rappellent, mais l'administration américaine semble l'avoir oublié, que la liberté d'expression ne peut pas faire l'objet de poursuites de cette nature. La première rectification qu'il convient d'apporter, c'est pour vous dire que la procédure suédoise s'est terminée par un abandon des poursuites et que plus personne aujourd'hui ne peut sérieusement ternir l'image et la personnalité de Julian Assange.
Des observateurs internationaux ont d'ailleurs porté un regard scrupuleux sur cette procédure et elle fait l'objet d'un certain nombre de critiques acerbes. Il n'y a plus de procédure suédoise. On va tout de même rappeler ce que il a permis de révéler. Il a permis de révéler en France que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient été espionnés par les Américains. Ça n'est pas rien. Il a permis de révéler également que Pierre Moscovici et François Baroin, deux ministres français de l'économie, avaient fait l'objet d'une opération d'espionnage économique conduite par les États-Unis. Il a permis la diffusion d'une vidéo qui s'appelle Collateral Murder. C'est une bavure de l'armée américaine en juillet 2007 à Bagdad, au cours de laquelle 18 civils, dont 2 journalistes de Reuters, ont été tués lors d'un raid aérien. Et si certains d'entre vous peuvent douter de l'intérêt d'une telle publication, qu'ils se reportent à cette vidéo, qu'ils la regardent, on y voit des soldats rire au moment de la commission de ce qu'il convient de qualifier de meurtres au pluriel contre des civils. Il faut qu'ils payent le prix de cela. Et ce qu'il encourt aux États-Unis qui le réclament, je l'ai déjà dit, c'est 175 ans de prison. Nous allons saisir, avec nos amis belges, car on travaille ensemble dans cette affaire, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Bien sûr. Pour des raisons techniques, cette juridiction a déjà été saisie. Elle s'est pour le moment déclarée irrecevable, mais nous allons la saisir sur un autre fondement, bien sûr. Je voudrais, à cet instant, évoquer les violations patentes des droits de l'homme telles qu'elles résultent déjà, hélas, du dossier dont nous avons pris connaissance. D'abord, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, le Suisse Nils Metzer, a rencontré Julian Assange le 9 mai 2019. Il explique et il écrit qu'en plus des troubles physiques, M. Assange montre tous les symptômes d'une exposition prolongée à la torture, retenez ce mot si vous le voulez bien, psychologique. Cela inclut le stress extrême, l'anxiété chronique, le traumatisme psychologique. En novembre, il a estimé que la vie de Julian Assange était en danger. Le 26 novembre 2019, un collectif de 60 médecins indique redouter vraiment, l'adverbe est utilisé, sur la base des éléments actuellement possibles, que M. Assange puisse mourir en prison. Dans une résolution du 28 janvier 2020, toute récente, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe rappelle que la détention et les poursuites pénales contre Julian Assange constituent un dangereux précédent pour les journalistes. En outre, et joindre à la recommandation du rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a déclaré le 1er novembre 2019 que l'extradition de M. Assange vers les États-Unis doit être interdite et qu'il doit être libéré sans délai. Enfin, le 17 février 2020, 117 médecins ont signé une tribune dans la revue médicale The Lancet, revue scientifique que vous connaissez tous, déplorant la politisation des principes fondamentaux de la médecine dont les implications dépassent le cas de Julian Assange. Nous demandons au gouvernement de mettre fin à la torture
de Julian Assange et de lui assurer l'accès aux meilleurs soins avant qu'il ne soit trop tard. J'ai rencontré Julian Assange avec Antoine Wey. Nous nous sommes retrouvés face à un homme qui, je le dis, a des difficultés pour s'exprimer. On n'est pas médecin, évidemment. Nous étions accompagnés de notre confrère belge Le Marchand qui nous a dit « J'ai vu ses facultés diminuer. Il a de plus en plus de mal à parler. Il est parfois prostré. Et je voudrais ici, mon témoignage ne peut pas aller plus loin, vous faire part de l'inquiétude que nous avons ressentie lorsque nous lui avons rendu visite. » Enfin, il a souhaité bien sûr constituer des avocats français, à raison du fait peut-être que la France est la patrie des droits de l'homme, à raison du fait qu'il y a des critères de rattachement avec notre pays, je voudrais les évoquer très brièvement. Il y en a d'ordre professionnel et il y en a d'ordre familiaux. Professionnel, c'est qu'une partie des structures de Wikileaks sont également hébergées en France. Sur le terrain familial, il a vécu en France de 2007 à 2010. Son deuxième enfant, toujours mineur, et la maman de cet enfant sont de nationalité française et résident en France. On travaille bien sûr sur la possibilité de demander aux autorités politiques françaises un asile politique. Notre Constitution le permet. Nous avons un exemple de ce que juridiquement ces choses sont possibles. C'est l'asile politique accordé à l'ayatollah Khomeini. Je sais, ce n'est pas le meilleur exemple, mais c'est un fait et c'est une réalité. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr, mais je vais céder la parole à Antoine Wey, puis aux autres confrères, et je pense qu'ensuite, nous pourrons, les uns et les autres, être soumis à vos questions si vous en avez. Je vous remercie de votre attention. Merci de céder la parole. Christophe disait en début de conférence qu'il y aura évidemment dans ce dossier un enjeu sur le droit de publier. Mais je crois qu'en tant qu'avocat de tous les pays, nous avons tenu une réunion dans laquelle on a aussi évoqué que les enjeux en termes juridiques dépassent largement une seule question. Elles sont nombreuses. Elles portent en premier lieu sur la façon dont on envisage clairement et concrètement la défense des droits de l'homme. Comme Éric Dupond-Moretti l'a rappelé, nous lui avons rendu visite à la maison d'arrêt de Bellemarche. Et on a rencontré un homme qui se plaint, et à juste titre, puisqu'il est confirmé dans ses plaintes de nombreuses violations de ses droits les plus fondamentaux, dans une conception que nous estimons être une conception universaliste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de voir un angle et un procès anglais ou un angle et un procès américain. Le cas qui est posé est un cas qui concerne toutes les démocraties et qui concerne directement la vision que l'on peut avoir concrètement de ce à quoi un homme a droit. C'est un homme qui, depuis des années, n'a pas pu être exposé à la lumière du jour, qui n'a pas pu se balader dans un endroit ouvert, qui a subi des pressions énormes. Et on a en réalité, dans la façon dont on appréhende le dossier, et on a estimé que c'était important de tenir cette conférence de presse, la nécessité de rappeler qu'il y a plusieurs questions qui sont posées par ce cas. La première question, c'est celle de savoir ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'on lui reproche et quelle est sa position par rapport à ces faits et si ces faits sont illégaux ou légaux. Je rappelle là-dessus que, comme l'a rappelé Éric Dupond-Moretti, l'hébergeur qui a hébergé Wikileaks à sa création est français. Il avait à l'époque saisi la justice française pour s'assurer de la légalité de l'opération qu'il faisait et la justice française ne s'est jamais prononcée pour la déclarer illégale.
La deuxième chose, au-delà du fond du dossier, qui est soit un dossier américain, soit un dossier anglais, pour le moment, c'est la façon dont un homme qui subit un procès et une accusation doit être traité dans ce procès, dans cette accusation. Il est clair que nous avons constaté que dans les conditions matérielles qui sont les siennes, Julian Assange n'a pas les facultés de pouvoir se défendre. Il a beaucoup de mal à voir ses avocats, il a beaucoup de mal à pouvoir étudier les éléments. Et dans ce cadre-là, au-delà du simple procès qui s'annonce en Angleterre et du procès qui pourrait s'annoncer dans le cadre d'une extradition aux États-Unis, nous considérons que la France, les juristes français, les juristes européens ont quelque chose à dire sur la façon dont il est mis en accusation. D'abord sur la base d'éléments qui sont fortement contestables, et ce n'est pas le sens de cette conférence de presse de revenir dessus, mais aussi sur le fait d'une conception qu'on peut se faire de la justice. Je rappelle qu'en l'état, il est quand même sous le coup de 175 années d'emprisonnement, ce qui est quelque chose que nous, dans notre conception, nous ne connaissons pas, ou nous ne connaissons plus. Donc nous avons initié, et c'était le sens de la démarche de Éric Dupond-Moretti, de réunir des confrères qui venaient de Belgique, Balthazar Garçon, qui est le coordinateur de cette équipe depuis déjà des années, et qui nous fait l'amitié d'être venu, et des juristes qui viennent de Belgique, qui sont des spécialistes notamment de la question des droits fondamentaux, plus les juristes anglais qui se penchent depuis de nombreuses années sur la question de Julian Assange dans un contexte nouveau qui est aujourd'hui celui de son extradition vers les États-Unis, pour dire que nous réfléchissons collectivement aux moyens juridiques qui pourraient assurer sa protection de manière concrète. Et que dans ce cadre, et ça sera peut-être l'objet de vos questions, nous envisageons très concrètement de déposer une série de demandes devant toutes les institutions qui sont mobilisables pour permettre une protection juridique de quelqu'un qui aujourd'hui a la nécessité d'être protégé pour pouvoir à minima avoir des conditions de vie acceptables et dignes et pour pouvoir se défendre de manière efficace et de manière légale. Donc nous allons laisser la parole à Balthazar Garçon, qui va pouvoir présenter sa vision du dossier, qui est un dossier qu'il connaît très bien depuis de nombreuses années. Et on le remercie d'être avec nous aujourd'hui. Buenas tardes. Muchas gracias por comparecer esta tarde aquí. Hemos tardado un ratito buscando el atril, pero finalmente llegó. Ben, je suis ravie d'être ici cet après-midi. On a mis un peu de temps à trouver le pupitre, mais il est là. Son casi 8 años los que Julian Assange lleva sometido a una presión por parte de Estados Unidos, que no ha dudado en utilizar todos los mecanismos legales e ilegales para doblegar su voluntad por algo que es lo que deben de hacer los periodistas, y ustedes lo saben bien, que es informar, que es transmitir y que es luchar porque esa información veraz sea conocida por todos y cada uno de los ciudadanos. Cela fait déjà presque 8 ans que Julian Assange est soumis à des pressions de la part des États-Unis, tant légales qu'illégales, afin de le faire plier dans sa volonté de faire ce qu'un journaliste se doit de faire. Et vous êtes ici tous journalistes, donc vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire d'informer, de renseigner et de recueillir des informations et des renseignements, puis de les transmettre au public en général. Por hacer esto se le considera un presunto delincuente cuando quienes han delinquido son precisamente aquellos que le están persiguiendo. Et ceux mêmes qui le poursuivent comme un délinquant sont ceux qui ont commis des délits pour le poursuivre, pour le faire plier. Si el 19 de julio de 2012, que fue cuando por primera vez
vi a Julian estaba convencido de su inocencia, hoy lo estoy aún más, por eso sigo con él, porque creo que se está cometiendo una gravísima injusticia que puede extenderse a todo el ámbito de la prensa independiente y de la libre información. Y es tratar de silenciar a aquellos que son críticos con el poder. Si le 19 juillet 2012, j'étais convaincue de l'innocence de Julian Assange, aujourd'hui, je le suis encore plus, car il a lutté pour une presse indépendante et pour la liberté de l'information sur des crimes commis par d'autres. En este largo proceso ha habido dos aspectos fundamentales. Por una parte, el funcionamiento de algunas instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos y por otra, el fracaso de la institución del asilo diplomático otorgado por un país y que después, por avatares partidistas del presidente Lenín Moreno en contra del presidente Rafael Correa, convirtió en víctima a alguien que desde el principio sabíamos, defendimos y establecimos que su persecución era política. Ese asilo ha fracasó, todos saben que en abril del año pasado se produjo la expulsión de la embajada. Et nous avons assisté à l'échec de deux institutions. Tout d'abord, toutes les institutions représentantes des droits de l'homme. Deuxièmement, l'échec de l'institution de l'asile qui avait été octroyée par l'Équateur et qui, pour des raisons de lutte de parti entre M. Lenín Moreno et l'ancien président Rafael Correa, lui a été retirée. Il s'agit donc de quelqu'un qui a été accusé pour des raisons politiques, pour des objectifs politiques, et qui a fait échouer le droit d'asile dont il avait joui et qui a donné lieu à son expulsion de l'ambassade de l'Équateur en avril dernier, comme vous le savez. Julian Assange ha sido objeto de verdadero espionaje dentro de la embajada, siendo una persona protegida por el asilo. La empresa de seguridad, una empresa española, que debía de haber velado por esos derechos, colaboró a través de, presuntamente, de su principal representante y dueño, el señor Morales, con instituciones de Estados Unidos para obtener información sensible de Julian Assange, de las personas que le visitaban, de los abogados que le defendemos y, en definitiva, para cercenar y eliminar sus derechos, de modo que al día de hoy es prácticamente imposible que se pueda ejercer una defensa con visos de eficacia alguna. Julian Assange a fait l'objet d'espionnage à l'intérieur de l'ambassade qui devait, soi-disant, le protéger car il avait reçu l'asile de ce pays détenteur de l'ambassade. Et de plus, la société de sécurité chargée de la protection de Julian Assange de par son statut d'asile politique, la personne de son directeur, M. Morales, n'a pas protégé Julian Assange, mais tout au contraire a collaboré avec les États-Unis pour donner des informations sensibles
aux États-Unis sur Julian Assange, sur les personnes qui rendaient visite à Julian Assange et sur les avocats de Julian Assange qui lui rendions visite également. Ce qui fait que ses droits n'ont pas été respectés et qui a rendu impossible la défense juridique de Julian Assange. De todo ello hay evidencias que se están investigando ante la justicia española en este momento y esperamos que podamos demostrarlo ante cualquier otra justicia, incluida la británica, para acreditar que el proceso no ha sido justo, que el proceso contra Julian Assange tiene una motivación política y que el único interés en este caso de Estados Unidos es o era evitar esas publicaciones y ahora castigar a quien ha puesto en evidencia la forma de actuar y la actuación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Nous avons les preuves de ce que j'avance aujourd'hui sur ce fait et d'ailleurs ces faits font l'objet d'enquêtes judiciaires en Espagne et nous espérons que la justice espagnole nous permettra par cette enquête de livrer ces preuves à la justice britannique afin de pouvoir prouver que le procès contre M. Assange n'est autre qu'un procès politique de la part des États-Unis visant à empêcher la publication de la part de M. Assange de faits criminels effectués par le service de renseignement des États-Unis. Gracias a una labor minuciosa que por fin podemos estar haciendo en relación a ese material que está ya a disposición judicial y al excelente trabajo que mi colega abogado Aitor Martínez ha hecho en este caso, podemos decir que de forma sistemática en los últimos años se han estado violentando todos los derechos de Julian Assange. Por otra parte, se le ha intervenido toda la documentación que tenía en la embajada y el gobierno de Ecuador, de Lenín Moreno, a petición de la justicia norteamericana, está utilizando dicha documentación para entregarla a Estados Unidos cuando era la documentación de defensa del propio Julian Assange. Actuellement, nous sommes en train de faire un travail très minutieux d'étude du matériel qui est à disposition du pouvoir juridique en la personne de l'avocat Aitor Martínez et qui a dévoilé par cette étude de tout le matériel qui est en notre pouvoir qu'il y a eu une violation des droits de Julian Assange systématique, étant donné que toute la documentation qui était au pouvoir de Julian Assange lui a été prise par la décision du président Lenín Moreno, du président d'Équateur Lenín Moreno. Et le président de l'Équateur, Lenín Moreno, a donné cette documentation de Julian Assange aux États-Unis, à la demande des États-Unis. Donc, celle-ci ne devrait pas être en possession des États-Unis, mais bien en possession de Julian Assange. Nuestro colega Carlos Poveda, de Ecuador, está trabajando en este caso y les puedo decir que a lo largo de toda mi vida profesional no he visto una violación sistemática de todos los derechos de la víctima, porque así consideramos a Julian Assange como en este caso.
Et je dois dire que notre confrère Carlos Poveda travaille d'arrache-pied à ce sujet, sur le sujet de la documentation. Et je dois dire, moi, de mon côté, qu'en tant professionnel du droit, je n'ai jamais vu de toute ma vie une telle violation systématique des droits de la victime qu'est Julian Assange. Antes he dicho que también había sido el triunfo del derecho internacional, porque a todas las instancias internacionales a las que hemos acudido, hemos ganado el caso. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, el alto representante de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el relator contra la tortura, el relator de privacidad, el relator de sanidad, es decir, todos y cada uno de los instrumentos internacionales a los que Julian Assange ha acudido a través de sus equipos de defensa han sido favorables. Sin embargo, ha habido una cerrazón, una negatividad absoluta de los 3 gobiernos inicialmente afectados, que eran Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña. En aquel entonces Ecuador era país otorgante de asilo y finalmente en este momento también se unió a no cumplir esos requerimientos internacionales. Cependant, toutes les institutions internationales auxquelles nous avons fait appel, auxquelles Julian Assange a fait appel, ont toujours fait triompher la cause de Julian Assange. Que ce soit le groupe international des détentions, des détentions arbitraires, groupe international des détentions arbitraires, le haut commissionnaire aux Nations Unies pour les droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le rapporteur contre la torture, le rapporteur sur la santé, le rapporteur sur la privacité, et tous ces instruments internationaux ont toujours répondu de façon favorable aux demandes de Julian Assange. Bien, no quiero cansarles más y sí les voy a hacer alguna valoración más. Je ne veux pas m'étendre davantage, juste une chose que l'interprète a oublié de dire, que cependant, malgré cette demande de négociation de toutes ces instances, les 3 gouvernements ont refusé toute négociation. Je parle du gouvernement des États-Unis, de la Suède, de la Grande-Bretagne, de l'Équateur qui auparavant avait octroyé l'asile à M. Assange, mais qui le lui a retiré depuis. Para nosotros, para la defensa, para Julian, para todos los que estamos implicados en este largo proceso, ahora está claro que la administración Obama decidió no procesar, no perseguir a Julian Assange y a Wikileaks por el precedente tan peligroso que podría significar para la prensa en el mundo. Maintenant, j'aimerais conclure en disant que l'administration Obama avait décidé de ne pas poursuivre Julian Assange et Wikileaks, car cela serait un antécédent dangereux pour la liberté d'expression. En enero de 2017, la campaña a favor de Julian Assange y de Chelsea Manning fue muy exitosa. Y el presidente Obama liberó y conmutó la pena de prisión de Chelsea Manning. En janvier 2017, la défense les cas de Julian Assange et de Chelsea Manning a eu un tel retentissement
que le président Obama a décidé de gracier Chelsea Manning et de le libérer de prison. Chelsea Manning, que en la actualidad sigue estando perseguido, investigado, para obligarle a identificar quién dio a conocer la información que se imputa a Wikileaks. Chelsea Manning fait toujours l'objet de poursuites afin qu'il révèle l'identité de celui ou de ceux qui ont donné les informations qui se sont retrouvées sur Wikileaks. En agosto de 2017, la administración de Donald Trump trató de presionar a Julian Assange para que afirmara cosas que serían favorables al propio presidente Trump. En août 2017, Donald Trump a demandé à Julian Assange de faire des affirmations qui seraient favorables à Donald Trump. Et a fait pression sur Julian Assange. Donald Trump a fait pression sur Julian Assange pour que Julian Assange émette des informations ou émette des affirmations qui seraient favorables à Donald Trump, à l'administration. La pression de l'administration. Voilà, c'est l'administration de Donald Trump qui a fait pression sur Julian Assange. Al negarse Julian Assange, fue acusado y se cursó una solicitud de extradición previa orden de detención internacional. Julian Assange a refusé de céder à ces pressions et ordre a été donné de demander l'extradition de Julian Assange et sa détention internationale. Todo esto es lo que se pretende demostrar en el proceso de extradición. Et c'est ce qui sera prouvé lors du procès d'extradition de Julian Assange. Hoy, como Enrique mencionó, también estaba prevista la presencia de la señora Robinson. Comme Eric l'a mentionné auparavant, Madame Robinson devait être ici aujourd'hui. La señora Robinson no ha podido venir porque se encuentra preparando la vista de extradición de la semana que viene y se disculpa a través nuestro por no poder estar aquí. Madame Robinson ne peut être présente aujourd'hui ici car elle est en train de préparer l'audition concernant la demande d'extradition qui aura lieu lundi. Elle me demande personnellement de la représenter pour vous transmettre ses excuses. En las últimas 24 horas se han producido algunas informaciones que no siempre han sido certeras sobre la declaración como testigo de la señora Robinson. Ces dernières 24 heures sont apparues des informations sur l'audition, le témoignage de Madame Robinson qui n'étaient pas toujours vraies. Declaración como testigo sobre la reunión que se mantuvo con el congresista Dana Rohrabacher y la señora Robinson. C'est un témoignage, des déclarations lors d'un témoignage sur la réunion entre Dana Rohrabacher et Julian Assange. La señora Robinson no puede hacer comentarios sobre su declaración hasta que se produzca esta en la corte. Madame Robinson ne peut faire aucune déclaration sur son témoignage jusqu'à ce qu'elle soit entendue par la Cour. El próximo martes, la defensa de Julian Assange abrirá la sesión del juicio de extradición con todas estas evidencias, importantes evidencias, que demostrarán todo lo que estamos afirmando en este acto. Mardi prochain, la défense de Julian Assange ouvrira l'audition de demande d'extradition avec toutes ces preuves que nous avons parlé.
Muchísimas gracias por atender y también termino mis palabras como las del primer colega y el segundo. La defensa de Julian Assange no es solo la defensa de una persona, es en este caso la defensa de la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información y el derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos a conocer las arbitrariedades cometidas desde el poder. Et, je vous remercie de votre attention et j'aimerais conclure comme l'ont fait mes confrères précédemment en expliquant que ce que nous défendons ici, ce n'est pas juste Julian Assange, mais nous défendons la liberté d'expression, la liberté d'avoir accès à des informations et le droit des citoyens de connaître toutes les actions arbitraires qui ont lieu. Ladies and gentlemen, I'm Julian's father. I'm just here to thank you all for your devoted attention and the growing force that's been applied to our governments to obey their own laws. A refreshing thought. And I want to thank Eric and Balthasar and his teams for such brilliant people assembled together to defend Julian in the first place, and in the second place to defend the right of us to read and to discuss among ourselves where things are going and how to make decisions based upon information that we can feel is genuine. Sometimes you see a Washington official say things about Julian that he is, for example, a high-tech terrorist. This was Joe Biden, Vice President of the United States during the destruction of 5 countries. These people steeped in rivers of blood, crime after crime, millions of refugees, saying such things about Julian is beyond grotesque. It's perverted. It stretches the language so far that it's hard for me to convey to you the concept of these men and women who administer the destruction of Iraq and Yemen. The list is long and horrible, saying such things about Julian, who brought nothing but verified truth to you to read and to evaluate for ourselves what our governments may do, what they've done, and how the geopolitical forces are organised and disposed. So I want to thank you. It's clearly a global problem. It started off just when I first started work in Europe, just a year ago. It started off, it appeared to me, as a European problem because the WikiLeaks is a French-registered company. It first published in France. It had its first court case in France. It published in Le Monde and published in Libertaire. It published in Der Spiegel, published in El Pais, published in The Guardian. All European publications. The staff are Europeans, except for Julian, who's an Australian, as you know. So it was a European problem, I thought to myself, that the oppression of Julian, of publishers and publications would ensure that the people of Europe would not be able to discuss among themselves movements that the United States or Washington may make to its advantage and to the disadvantage of Europe. We turn the corner now and see that it's clearly a global problem, and your being here is a recognition of a growing tidal flow that I perceive that will assist us
to bring Julian freedom and to be able to mix freely with his family and friends. Lastly, I can't for the life of me understand why he's still in prison. He has committed no crime. The skipping bail was a misdemeanor, but he was actually an asylee at the time, and there's a process to go through to remove asylum, which wasn't gone through. So Julian now been 10 years in arbitrary detention. It's incomprehensible. And all the family, myself and Julian's uncles, Julian's uncle is a British subject, you know, and so is his nephew, and so is his cousin. I have a house there now with other of my children living there. There's no earthly reason that Julian ought not to be home on bail or the extradition process just immediately closed. It will bring the Crown Prosecuting Authority into the same disrepute and shabby reputation that the Swedish Prosecuting Authority now has. Thank you very much, and it's been a pleasure to be here. Dans quelques instants, nous passerons à la séance de questions-réponses, après des éléments de présentation qui méritaient, pour entrer dans les détails, dans une telle durée. Je vais présenter juste quelques arguments au nom d'une organisation qui a pour mandat de défendre la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme. Pour avoir rencontré à plusieurs reprises et eu des conversations longues avec Julian Assange à l'ambassade d'Équateur à Londres, je peux témoigner de son idéal s'agissant de l'information libre. Nous savons que le personnage de Julian Assange peut susciter des sentiments divers, que certaines de ses positions ont pu surprendre, y compris ses amis. Mais ce n'est pas la question. Dire si Julian Assange est un héros ou un saint, ça n'est pas la question. Dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas Julian Assange, ça n'est pas la question. Accepter ou pas qu'une contribution majeure au journalisme soit assimilée à de l'espionnage, ça c'est la question. Et disons-le clairement, Julian Assange a apporté une contribution majeure, historique, au journalisme. Inutile de rappeler la liste des partenaires médias. Le Monde, le Spiegel, New York Times, El País, l'Espresso, etc. La vidéo Collateral Murder, révélant la mort de 18 civils et d'une équipe de journalistes de Reuters. Le travail de Julian Assange pour la révélation de cas de torture, d'enlèvement, ne relève à l'évidence pas de l'espionnage. Accuser Assange d'espionnage pour ce travail-là, c'est faire peser pour l'avenir, sur les médias, sur le journalisme, une menace terrible. Le mot n'est pas trop fort. Assange fait l'objet d'une persécution politique et judiciaire qui l'a obligé à se réfugier pendant 7 années à l'ambassade d'Équateur et qui est la cause de son maintien en détention. Assange est poursuivi par les États-Unis sur le fondement d'une loi rétrograde, l'Espionnage Act, pensée pour des temps de guerre et qui pourrait amener à ce qu'il soit condamné au total à 175 ans de prison. Nous demandons à la justice américaine, à l'administration Trump, de mettre fin à cette procédure de grand jury qui, aujourd'hui, apparaît aux yeux du monde comme un jeu de dés pipés. Nous leur demandons de clore cette procédure qui ne fait pas honneur au pays du premier amendement. Où est le premier amendement ? Si Assange est jugé conformément à l'Espionnage Act, il n'aura même pas la possibilité de prouver l'intérêt public des informations qu'il a dévoilées. C'est une procédure qui porte atteinte à l'esprit de la Constitution américaine. Et nous demandons à la justice britannique de ne pas être complaisante et de refuser l'extradition d'Assange.
En juillet 2013, avec Julian, nous avions rédigé ensemble une tribune publiée dans de nombreux journaux européens en faveur de Snowden, qui était à l'époque à l'aéroport de Moscou. Nous avions demandé aux États de l'Union européenne de réserver à Snowden le meilleur accueil, sous quelque statut que ce soit. Les États européens, alors, n'avaient pas accédé à cette demande, par respect pour un pays qui a porté haut la liberté d'expression dans l'histoire, par crainte de rétorsion ou de représailles, sans doute aussi. Mais cette demande de protéger Julian Assange, nous la formulons aujourd'hui. Elle serait conforme, cette protection, aux valeurs européennes. Je termine en disant que tout le monde peut se mobiliser. Reporters sans frontières a lancé une pétition qui a déjà recueilli des dizaines de milliers de signatures. Nous allons maintenant, peut-être ensemble, recevoir vos questions. Je ne sais pas si vous... Ah, ok, tu le dis. Il est précieux, on l'a. Ok. Bien, ouais. Bah, venez, oui. Viens, toi. Monsieur Dupond-Moretti, Salomé Louvois, la télévision allemande ARD, qu'est-ce que vous avez agi concernant les dernières révélations à propos de l'échange entre M. Assange et l'ancien congressman américain sur le deal de Trump et les emails démocratiques? Je n'ai rien à dire de plus. Balthazar Garçon s'est exprimé. Il vous a dit qu'il y avait, pour des raisons qui tiennent à la procédure anglaise, une impossibilité pour nous de l'évoquer plus avant. Soyez un peu patiente. Solo para insistir que no es que no queramos decirlo, sino que hay que tener el respeto al tribunal londinense en donde se van a exponer los argumentos y bueno, no seríamos demasiado buenos abogados si desveláramos la estrategia, aparte del respeto a la acción judicial y por tanto será allí el martes donde se haga. Ce n'est pas que nous ne veuillons pas dire cela ou révéler cela, c'est juste que nous respectons la justice anglaise et la Cour de Londres, la Cour de justice de Londres, et de plus, nous serions de piètres avocats si nous révélions notre stratégie avant le début du procès. Journaliste indépendante. Une petite question de détail, mais pour moi qui a son importance. Monsieur, en tant que représentant de Reporters sans frontières, pouvez-vous m'expliquer pourquoi cette pétition dont vous faites mention aujourd'hui, justement, n'a été publiée sur votre site qu'à partir de vendredi dernier, c'est-à-dire jour de la Saint-Valentin, peut-être cadeau de Saint-Valentin pour Julian, alors que, attendez, il y a 2 mois, j'avais contacté votre organisation au plus haut niveau. J'avais parlé à une personne au plus haut niveau de votre organisation. Bon, votre question, c'était pourquoi nous l'avons publié. Je vais vous répondre, madame. Non, mais je crois que si j'ai bien compris votre question... Aujourd'hui que c'est en fait Maître Dupond-Moretti qui vous a convoqué. Non, mais madame, s'il vous plaît. Certainement pas. Nous avons co-organisé cette conférence de presse. Si vous regardez notre site internet, que vous allez vérifier les archives, vous verrez que depuis très longtemps, depuis le début, Reporters sans frontières soutient Julian Assange. Nous avons, il y a quelques semaines, réitéré la position de Reporters sans frontières avant l'audience qui aura lieu lundi prochain.
Et cette pétition a été lancée à quelques semaines de l'audience. C'était parfaitement logique. Ok. Non, merci, non, c'est bon. merci, madame, Pardonnez-moi, merci. on a d'autres questions. Voilà. Bonjour, Virginie. Je suis là, la chronique d'Amnesty International. J'aurais plusieurs questions, une à M. Dupond-Moretti et une au père de M. Assange. Pardon de la bêtise de la question, mais je l'ai vu évoquer nulle part. Alors peut-être que je n'ai pas regardé, mais est-ce que s'il y avait extradition, M. Assange serait-il menacé ou non de la peine de mort? Et si... Non, d'accord. Mais 175 ans de prison. Oui, d'accord. C'est long, mais... hein, surtout vers la fin. Est-ce que pour autant, son extradition serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, signée par la Grande-Bretagne? Non, mais je pense que nous avons essayé d'exprimer que les États-Unis, quand il s'agit de sa sécurité, s'affranchit d'un certain nombre de règles consacrées par la communauté internationale et par les droits de l'homme tels que nous les concevons en Europe et heureusement ailleurs dans le monde. Guantanamo en est un autre exemple. Nous sommes face à une procédure dans laquelle, je le rappelle, et Balthazar Garson l'a dit, il n'a même pas accès autant qu'il le voudrait à ses avocats, pas davantage à son dossier, pas davantage à un ordinateur qui lui permettrait de travailler. Et puis il y a de vrais problèmes aussi sur les qualifications juridiques qui ont été retenues. Tout ça est politique. Et d'ailleurs, Balthazar Garson l'a merveilleusement illustré. Manning, qui avait été condamné à bénéficier d'une grâce. Et puis quand l'administration Trump est arrivée au pouvoir, eh bien, la grâce s'est transformée en un véritable chantage au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une détention avec à la clé, si vous voulez. Le chantage qui est mis en œuvre, c'est liberté contre Assange. Bah, voilà, et d'autres choses sur lesquelles je ne veux pas rentrer ici, mais on a toutes les raisons d'être inquiets. La peine de mort, non, mais cette peine absolument ahurissante. Et d'ailleurs, au-delà de ce qu'il dit, parce qu'il conteste un certain nombre de choses qu'on lui reproche, essayer de trouver dans nos législations nationales, il y a plusieurs nationalités ici, comment on pourrait réprimer ces soi-disant atteintes à la sécurité. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, un Américain ne serait pas poursuivi. Un étranger ne devrait pas l'être, à raison de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis. Mais aucun journaliste ici ne serait poursuivi pour de telles choses. Personne. C'est ça le côté absolument ubuesque et scandaleux de ce dossier. Et je ne peux pas vous en dire plus, sauf à développer le fond de la procédure. Mais on a de vraies inquiétudes. Oui, si cette extradition, compte tenu de surcroît de l'état de santé de Julian Assange, si cette extradition est prononcée, on a matière, tous, à être extrêmement inquiets. Oui. Okay, and just one question for the father Un momento. Yeah, sure. No está prevista, no hay una petición en este momento de pena de muerte. Ese tipo de delito prevé la posibilidad, pero en todo caso hay una grandísima desproporción entre el hecho cometido, aun cuando se le calificara de delictivo, y la pena que le corresponde. Por otra parte, el propio relator contra la tortura ya alertó respecto de Chelsea Manning que había sido sometido a tortura y el riesgo de ser sometido también a tortura. La posibilidad de un proceso justo y con las debidas garantías ya es inexistente. Por tanto, ya no es cuestión de si hay mucha o poca pena. Es que cualquier acción judicial está contaminada absolutement. Alors, en ce qui concerne la peine de mort, elle n'a pas été demandée. Ceci dit, l'accusation faite donnerait lieu à une possible demande de peine de mort. Mais de toute façon, hormis cela, la peine demandée est totalement
disproportionné par rapport à ce qui, les faits, les qualifications, oui. Et même s'il s'agissait de délit, ce qui n'est pas le cas, mais même s'il s'agissait de délit, ce serait de toute façon une peine absolument disproportionnée. D'autre part, le rapporteur contre la torture a bien indiqué que Chelsea Manning a été victime de torture pendant sa détention. Donc, il est tout à fait possible que ce soit le cas pour Julian Assange, et nous sommes par conséquent forcés d'admettre que dorénavant, le procès qui aurait lieu aux États-Unis ne serait pas un procès juste. Thank you. And just a little question for the father of Julian, a simple question, sorry for that, but what do you expect of the next week's hearings, and what are your fears? Well, the fears the other commentators have covered, that Julian will be extradited under cloudy circumstances to the United States or to Australia, my country, which has a very loose extradition treaty with the United States. That's our fears. For the coming weeks, we take each day as it comes, if that's an answer, you know. Whatever each day brings, we're there. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Señor, in español, y después en francés, and then in English. I'm from the Frontline Club in England. I'm with the Foreign Press here in France. Quería saber, ayer en la prensa americana de Reuters, yo no sé, Huffington Press o CNN, que las informaciones sobre la reunión que tuvo lugar en la Embajada de Ecuador en Londres entre Julian Assange y el congresista en ese momento, Dana Rohrabacher, ya he dicho antes que no podíamos entrar en el contenido porque será objeto de testimonio y de pruebas documentales en el juicio de extradición. No podemos entrar y, por tanto, tenemos que esperar al martes para que se evidencie. En ce qui concerne la réunion qui a eu lieu à l'ambassade d'Équateur entre Julian Assange et celui qui était à l'époque membre du Congrès américain, Dana Rohrabacher, eh bien, comme on vous l'a déjà dit, on ne peut rien en dire pour l'instant, étant donné que ce sera l'objet d'un témoignage et de preuves documentaires lors de l'audition qui débutera lundi prochain. Donc, je vous en prie, mardi prochain. Donc, je vous en prie, soyez patients, attendez à mardi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Alexandre Lantier, avec le World Social Website, vu qu'on tente de condamner un homme innocent à 175 ans de prison, est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues en France, en Espagne ou en Belgique? À vous peut-être, le représentant français. Pardonnez-moi, moi je suis avocat, vous savez peut-être, je ne suis pas organisateur de manifs. J'ai remercié tout à l'heure tous ceux qui le soutenaient à travers le monde. Ils sont des dizaines de milliers. Je n'ai pas prévu d'organiser une manifestation. On a du pain sur la planche en ce qui concerne des interventions à venir devant la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme notamment, et même auprès des autorités françaises dans le cadre de ce que nous avons évoqué tout à l'heure, à savoir une demande d'asile. Non, madame, c'est une conférence de presse.
Nous serons, je le disais, dimanche devant la prison de Belmarsh. Et ce soir à 19h, il y a une soirée en solidarité avec les lanceurs d'alerte et les journalistes d'investigation qui est organisée à la Bourse du Travail. Ce soir à 19h. Et Reporters sans frontières fait partie des organisateurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et il y a un autre événement en Argentine. S'il vous plaît. Et dans d'autres pays. S'il vous plaît. François Corbert, chroniqueur pour l'Association Robin des Lois. Je ne vous poserai pas de questions aux avocats sur la procédure, qui nous intéresse d'ailleurs depuis longtemps et qu'on suit, et puis vous ne pouvez pas répondre. Il y a une question sur l'homme et la prison directement qui nous intéresse. On nous lit tout et n'importe quoi sur la situation de Julian Assange à cet instant dans une cellule. Est-ce qu'il est à l'isolement, pas à l'isolement? Quelles sont les conditions exactes de détention? On connaît les régimes d'isolement dans nos prisons en France. Quelle est la condition à cet instant de Julian Assange dans la prison? Quelles sont les conditions de vie tous les jours? 22 heures d'enfermement sur 24, privé de ses avocats, des droits de visite élémentaires auxquels tous les détenus de droit commun, auxquels tous les détenus ont accès normalement, impossibilité de consulter son dossier. Et ce sont des détenus qui, le voyant s'affaiblir, ont manifesté au sein de la prison et ont contraint les autorités pénitentiaires à alléger un tout petit peu ces conditions. De sorte qu'aujourd'hui, il est au contact d'autres êtres humains. Il était à l'isolement total, complet, traité de cette façon, inhumaine et dégradante. Maître Dupont, une question pour Maître Dupont-Moretti. Donc vous nous dites qu'il s'agit d'un procès politique. Je suis là à gauche. Oui, bonjour. Donc vous nous dites que c'est un procès politique, moi je comprends tout à fait, mais ce que je comprends moins, c'est que l'Europe, qui s'est fait elle-même espionner politiquement, économiquement, ne soit pas politiquement capable de répondre. Et il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses d'ordre politique qui dérangent l'Europe? Demandez aux responsables européens, madame. Sans doute, mais on fait le même constat. Pourquoi l'Europe, en tous les cas l'Europe politique, ne s'est pas davantage mobilisée? Est-ce que l'Europe politique n'est pas apeurée, tétanisée par l'administration américaine? Demandez aux différents responsables. Mais il y a forcément quelque chose de cet ordre. Nous, je ne sais pas, moi j'ai vaguement vu le rapport Mueller passer... Oui. Bon, déjà, ça montre que celui qui est victime, en fait, est accusé. Oui. C'est les autres, en fait, qui sont les accuseurs, qui sont eux-mêmes... on dit, regardez la lune, en fait, c'est le doigt qui montre qui est... Voilà. Quizás es porque es Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, en todos los ámbitos de seguridad, calificado por ellos de seguridad nacional o de aspectos de inteligencia o de violación de derechos humanos, se le consiente casi todo, ¿no? Quizás sea por eso. Peut-être est-ce le fait des États-Unis, le fait que ce soit les États-Unis auxquels nous ayons affaire. Et vous savez qu'en termes de sécurité appelée sécurité nationale, en termes d'information, de renseignement, eh bien, il semble que toutes les violations commises par les États-Unis soient souvent acceptées sans mot dire. Por eso digo que quizás Europa se comporta así porque es Estados Unidos el aludido. C'est pour cela que je dis cela. Peut-être que l'Europe répond de cette façon ou se comporte de cette façon parce que ceux qui sont en cause sont les États-Unis. Oui, alors... Pardonnez-moi, madame, je voudrais affiner ma réponse. Et je voudrais vous dire quelque chose de concret. J'ai évoqué tout à l'heure ce qui rattachait Julian Assange à la France. Il y a des éléments d'ordre professionnel, je les ai évoqués, j'y reviens pas. Il y a des éléments d'ordre
nous allons demander à rencontrer le président de la République. Dans les jours qui viennent, pour ne pas dire dans les heures qui viennent. Parce que nous estimons que la situation est suffisamment grave pour que notre devoir soit d'évoquer avec le président de la République, s'il nous reçoit, la situation de cet homme. Car, je le rappelle, au-delà de lui, c'est le sort et le statut de tous les journalistes qui ne sont pas américains, puisque, vous le savez, la Constitution américaine ne permettrait pas la poursuite d'un Américain dans ces conditions-là. Donc c'est vous aussi qui êtes d'une certaine façon menacés. Et de tout ça, on peut en parler au président de la République de notre pays, et c'est ce que nous comptons faire. Just a quick question in English, if that's okay, from the BBC. It's not for me in English. No, c'est pour vous. Alors, you were saying a request for asylum will be made in France for Mr. Assange. Has that request already been made, or is it still to be made? So that's one question. And then my second question, we were speaking about Madame Robinson. Will the witness statement that's made on Tuesday, will that be from her? Or will that be from someone else? Okay, so I'll reply in French if it's okay. Donc la demande qui est faite, c'est de savoir si une demande d'asile a déjà déposé en France. En réalité, depuis notre visite à la maison d'arrêt de Belmarsh et la coordination qu'on a mise en place avec les avocats qui sont en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne et en Suisse, enfin dans beaucoup de pays du monde, on analyse les canaux juridiques qui permettraient de déposer cette demande. On a identifié, et sans rentrer dans les éléments trop techniques, des possibilités concrètes de déposer une demande d'asile en France qui doit être documentée et qui doit s'inscrire nécessairement dans ce cadre, dans une démarche qui est politique. C'est l'annonce que vient de faire Maître Dupond-Moretti. L'enjeu d'une rencontre avec le chef de l'État français, c'est de pouvoir lui exposer ces éléments et qu'ensuite, il statue sur la possibilité qui est offerte par différents canaux de droit de mettre en place cet asile. Donc en réponse, la demande n'a pas été formellement déposée. Ce n'est pas une demande d'asile ordinaire pour la simple et bonne raison que Julian Assange n'est pas en France et qu'un demandeur d'asile ordinaire doit déposer sa demande en France en personne et que donc nous évaluons les possibilités juridiques concrètes de déposer cette demande et de la documenter pour qu'elle soit la plus sérieuse et la plus fondée possible. Sera prestado por Jane Robinson. Oui, le témoignage sera celui de Madame Robinson. Bonjour, je m'appelle Rebecca. Je suis journaliste pour Al Jazeera et je voulais aussi poser mon question en anglais si ça ne vous dérange pas. A lot of these questions or arguments fall under the assumption that Assange is a journalist, but there's many who say that he's not a journalist, and that's up for debate. So what is your response to that? Moi, je vais déjà vous répondre au nom de Reporters sans frontières. D'abord, ce n'est pas une question absolument pertinente que de catégoriser. Une chose est sûre, c'est qu'il a apporté une contribution majeure au journalisme, quel que soit le statut qu'on lui attribue. Il a contribué à recueillir d'une source des informations qui ont permis des révélations absolument majeures. Donc, à ce titre, il est évident qu'il doit être défendu. Mais il a aussi reçu des prix. Je crois qu'un enjeu de la conférence de presse ici, c'était aussi de pouvoir apporter des réponses bien concrètes sur le dossier en lui-même et comment il se présente. L'affaire suédoise, des révélations qui sont parfois fausses, comme l'a rappelé Balthazar Garçon sur des dépositions ou d'autres, font que peut-être dans l'opinion française, il y a une confusion sur le rôle exact de Julian Assange, sur ce qui lui est reproché, et même, j'ai envie de dire, sur le fonctionnement de la plateforme Wikileaks. La question que vous posez, c'est une question importante, à savoir est-ce qu'il doit bénéficier de la protection qui est donnée à des journalistes, mais en réalité, ce n'est pas la question centrale.
La question centrale, c'est qu'il a cherché à mettre en place une plateforme qui permet de protéger le secret des sources et qui permet de publier, on va dire, dans une façon qui est peut-être pas celle de certains journalistes dans cette salle, mais d'une façon qui est acceptable, c'est-à-dire une diffusion totale de certains éléments. À ce titre, chacun, quand il comprend quelle est l'opération, peut donner la qualification. Est-ce qu'il est publisher? Est-ce qu'il est journaliste? Est-ce qu'il est militant? Ça, chacun le définit. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'infraction qui lui serait reprochée, et c'est ce qu'on a dénoncé, on tient à ce que l'opinion publique puisse la comprendre. On tient à ce que l'opinion publique ne fasse pas de mélange entre Julian Assange et d'autres affaires qui l'ont terni. Et je crois que le rapport du contrôleur international sur la torture le dit d'une manière très simple, tant sur la procédure suédoise que sur d'autres éléments. Et surtout, et le dernier point, c'est de dire que, quoi qu'il en soit, et quel que soit le statut qui lui est reconnu, il a affaire à un procès qui est totalement inédit. Et que n'importe quel, on en discutait ce matin avec Balthazar Garçon, n'importe lequel d'entre vous, en France, en Espagne, en Belgique, qui aurait, quel que soit son statut, journaliste, informaticien ou autre, fait la même chose, ne pourrait pas se retrouver sous le coup de telles accusations, avec une telle peine et de telles souffrances qui lui sont infligées. On va quand même rappeler qu'il a reçu un certain nombre de prix. On lui a décerné un certain nombre de prix pour son activité de journaliste. On va rappeler que ces 10 dernières années, tout de même, il occupait un travail d'éditeur de presse. On va rappeler qu'il a travaillé en collaboration avec Libération, le journal français que vous connaissez forcément, avec le New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Mais de toute façon, et Antoine V a raison, peu importe. Peu importe. Nous estimons qu'il est journaliste. Et naturellement, l'administration américaine estimera qu'il ne l'est pas, pour les raisons efficientes que vous imaginez bien. Lleva razón. Para los Estados Unidos no es periodista, pero la voluntad de quien persigue no determina lo que la ley establece. Y lo cierto es que las publicaciones de Wikileaks fueron utilizadas, amplificadas, publicadas por todos los medios y han seguido haciéndolo hasta el día de hoy. Todas las instancias internacionales a las que he hecho referencia reconocen el carácter de periodista, de libertad de expresión cercenada y de persecución de Julian Assange y los demás miembros de Wikileaks. Effectivement, vous avez raison. Mais les États-Unis considéreront, pour des raisons évidentes, que Julian Assange n'est pas un journaliste. Mais la volonté d'un accusateur ne détermine pas ce que dicte la loi. Et par conséquent, toutes les publications auxquelles on a fait allusion jusqu'à présent ont toutes reconnu le caractère journalistique des publications de Julian Assange. Toutes ont reconnu qu'elle défendait la liberté d'expression et toutes ont reconnu qu'il était victime de persécutions pour défendre justement cette liberté d'expression et d'information. Bonjour, Martin Unterzinger, journal Le Monde. Ma question s'adresse au maître Dupond-Moretti-Évey. Est-ce que vous pourriez nous dire avec un peu plus de précision les différents types d'asile que vous allez pouvoir demander à la France et également en quoi ils vont différer de la précédente demande qui avait été faite par le précédent conseil de M. Assange? Merci. Déjà, nous, on n'a pas connaissance de la précédente demande qui est faite par le précédent Conseil. On ne sait pas comment elle est formulée, on ne sait pas, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de dire, alors c'est très technique, il y a effectivement plusieurs canaux qui juridiquement permettent de demander un asile quand on n'est pas, comme M. Assange, sur le sol français. Il y en a qui nous paraissent, on va dire de manière pratique, peu probables.
mais si vous me posez la question, je vous y réponds. Dans le cas d'Edward Snowden, c'est une demande de visa qui a été faite pour qu'il lui permette justement de déposer l'asile, qui a parfois été présentée comme une demande d'asile. Dans le cas de Julian Assange, ça paraît peu probable, puisqu'il est actuellement détenu dans la maison d'arrêt de Belmarsh. On étudie la possibilité de faire une demande d'asile par le biais de la Convention de Dublin III, qui est une demande très complexe. Et enfin, comme vous l'a détaillé Maître Dupond-Moretti, dans notre Constitution française, il est permis aux autorités françaises d'accorder l'asile à quelqu'un dont on estime qu'il est poursuivi en raison du combat qu'il mène pour les libertés. Donc, aujourd'hui, je rappelle quand même qu'on n'est pas ses avocats depuis très longtemps, que c'est un débat qui est concerté dans différentes juridictions, en Angleterre, mais aussi en France, parce qu'il a des liens de rattachement forts avec la France, en tout cas qu'on va essayer de mettre en avant. Et dans ce cadre, une des démarches qui est effectuée, et ce qu'on souhaitait annoncer dans cette conférence de presse, c'était une démarche politique qui consiste à pouvoir présenter un dossier, peut-être différent de celui qui avait été présenté par son ancien conseil, je ne sais pas, mais en tout cas un dossier argumenté, juridique, avec des pièces à l'intérieur, et en coordination avec tous les juristes qui nous accompagnent en Belgique, en Suisse et ailleurs, pour pouvoir justement permettre au président de la République d'arbitrer sur cette possibilité qui lui est faite sur le fondement de la Constitution. Je vais d'ailleurs vous rappeler les dispositions de l'article 53-1 de notre Constitution. C'est injurieux car vous le connaissez par cœur, j'en suis sûr. Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté pour son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la France pour un autre motif. Il y a là un texte qui, à l'évidence, nous permet de demander cet asile. Pour le reste, je vous fais la promesse que quand notre requête sera prête, nous ne nous contenterons pas d'une déclaration aux médias. Vous aurez la requête entre les mains et vous la commenterez. Oui, oui, une question en fait, pour continuer ce que vous venez de dire. La Suisse a proposé aussi un asile à peu près dans les mêmes termes. Et ma question était la suivante. Si jamais la présidence française n'avait pas une réponse positive à votre demande, est-ce que vous vous associeriez avec les Allemands et les Suisses pour aider à ce qu'une solution suisse puisse être trouvée? Moi, personnellement, j'adore la Suisse. Ok. Et puis, autre chose, est-ce que pendant les audiences qui vont venir, Julian Assange sera toujours en vidéoconférence ou est-ce qu'il sera physiquement présent? Est-ce que vous aiderez à ça? Parce qu'apparemment, les avocats peuvent le demander. Et que là, apparemment, il n'a jamais été directement dans la salle d'audience, il était toujours triplement filtré par des vitres, etc. Sí, debe de estar presente. La ley exige que en la vista de extradición esté presente. Recuerde el caso de Pinochet en su momento, que le obligaron a estar presente. Luego en otros casos, en otras audiencias ya no, pero debe de estar presente. Además, quiere estar presente y no hay ninguna norma que impida su presencia para que pueda defenderse y hablar, comentar y poner en común con sus abogados. Oui, il doit être présent. C'est une obligation de la loi. Il doit être présent lors de son procès d'extradition. Vous vous souviendrez sans doute du procès d'extradition de Auguste Pinochet. Il devait être présent lors de l'audition. Ensuite, dans d'autres séances, il ne devait pas être présent, mais il devait l'être. J'ajouterais qu'il n'y a aucune norme empêchant l'accusé d'être présent à son procès. Et de plus, M. Assange souhaite être présent, souhaite s'exprimer, défendre ses arguments. Sí, bueno, el que esté detrás de un cristal o no se debe a las normas que rijan en el tribunal. Nosotros creemos que no hay ningún obstáculo en que él esté como usted y como yo, porque no es un peligroso terrorista ni es un peligroso delincuente, es una persona pacífica, es una persona que quiere defenderse, es una persona que tiene
debe tener todos sus derechos. Oui, effectivement, il n'y a aucune raison. Parfois, certaines normes font que la juridiction estime que la présence des vitres soit nécessaire. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui fasse nécessaire cette vitre. Il ne s'agit pas d'un dangereux terroriste, il s'agit de quelqu'un de pacifique qui veut s'exprimer de façon pacifique et argumentée. Pardon, mais ce que vous évoquez, les filtres, que nous avons évoqués aussi tout à l'heure, toutes les difficultés, etc., c'est la mise en scène totalement artificielle d'une dangerosité qui n'existe pas. Ces armes, à lui, c'est les mots. Hein. Voilà. Et tout ce qui est entrave à cela, les précautions qui seraient au conditionnel prises pour ne pas qu'il comparaisse, ben, tout ça... ça procède d'une mise en scène qui est insupportable. Lo que sí vamos a pedir al tribunal es que no limite el derecho de defensa de Julian Assange. Por ejemplo, la acusación ha pedido la extensión de la audiencia, del tiempo de audiencia, de la primera audiencia, de 2 a 4 horas para presentar el caso. Eso deja solo media hora a la defensa en la primera sesión. Creemos que eso atenta a la igualdad de partes en el proceso. Par contre, ce qui est important, c'est de préserver, de protéger le droit de l'accusé à sa défense. L'accusation a demandé plus de temps pour s'exprimer et de passer de 2 heures qui lui étaient imparties à 4 heures, ce qui ne laisserait à la défense qu'une demi-heure, ce qui est inacceptable. Et autre chose, madame, je souhaite, et je pense que tous les avocats souhaitent, que les juges qui vont rendre cette décision qui scelle son avenir, le voient comme nous l'avons vu, avec les dégradations que nous avons pu constater. Ça me paraît extrêmement important, ça. Alors moi j'ai une question. Alors, pardon, une toute dernière question et alors, ensuite. Je suis Balthazar Véronique Garçon Pidance doit et partir. Barrière et Non, je travaille c'est pour. Madame, pardon. Pardon. Une question ici. Oui. Et qui sera la dernière. Je suis désolé. Je suis Véronique Pidance et Barrière. Je travaille pour plusieurs médias. C'est une question un peu liée à la fois à M. John Shipton et à la fois à M. John Shipton est propriétaire des noms de domaine. Oui, des noms de domaine Collateral Murder et Wikileaks.org. Il a été incriminé en 2008 dans une affaire par la banque Julius Baer, dans une affaire de fuite de comptes bancaires et de comptes Caïmans. Il a été jugé en 2008 par la cour californienne, par le juge Jeffrey White. Donc ma question est, en liberté de la presse, la responsabilité, c'est à celui qui est propriétaire des noms de domaine ou propriétaire du journal. Monsieur John Shipton a été incriminé une première fois pour avoir fait fuiter des renseignements. Quelle est votre question? Pourquoi n'est-il pas incriminé dans l'affaire Julian Assange? Julian Assange n'est pas... Je pense que ça n'est aucune des personnes ici de répondre à une question. C'est quand même un procès officiel. Par ailleurs, excusez-moi, j'ai une autre question. Mon autre question s'adresse au juge M. Garçon, à Maître Garçon. Monsieur Andy Muller, qui est président de la Vauland Stiftung, qui donc pilote le projet Wikileaks et la Fondation Courage, a fait fuiter des images qui étaient dans l'ambassade d'Équateur, qui ont été prises dans l'ambassade d'Équateur. J'ai une question, monsieur, je la pose. Pouvez-vous me dire comment des images qui sont utilisées dans une affaire à charge qui n'est pas encore traitée peuvent circuler dans un congrès, le congrès du Chaos Computer Club, où on y voit monsieur Garçon, monsieur Pilger, monsieur Muller danser dans l'appartement du 311 Crescent Street. Voilà mes questions. Tendría que preguntarle al señor Miller, porque yo le aseguro que yo no las he dado, ni siquiera he visto esas imágenes. Por tanto, no, bueno, pero yo no las he visto. ¿Usted las ha visto? Yo no las he visto. No, imposible. Yo sé lo que hago. No me diga lo que yo tengo que hacer. Yo le digo que yo no las he visto. No digo que no existan. Y su pregunta,
¿Cuál es? ¿Que por qué existen esas imágenes? Mais je suis désolée, je ne peux pas parler, c'est à Monsieur Müller qu'il faut poser la question. Moi, je n'ai pas vu ces images, donc je vous dis juste que moi, je sais ce que je fais, je sais que je n'ai pas vu ces images. Alors, vous pouvez le demander. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire, à quel média vous travaillez? Estamos hablando de libertad de expresión, ¿verdad? Me extraña sobremanera que un periodista, con el máximo respeto a todos los periodistas, diga que cómo obtienen periodistas esas imágenes. No sé, me parece que, al menos en España, si no hay un secreto de causas judiciales, toda la información es accesible. Ce qui m'étonne, c'est qu'un journaliste, une journaliste, il se présente parmi les représentants d'une profession pour laquelle j'ai un profond respect, demande d'où un journaliste a reçu ces informations. Donc, quelle est sa source d'information? Ça me surprend. En Espagne, à moins que ce ne soit dans un dossier sujet secret, donc objet d'un procès, toute information peut être accessible à tous. Merci beaucoup. John, do you want to say a word? No, just thank you, everybody. It's been a pleasure to be here, and hope to see you all at the next rally. Merci à vous, cette conférence de presse est terminée.